Voilà. Salut. Merci d'avoir été patient. Ah, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Comment ça va? ben écoute, ça va, tout tient, donc ça c'est chouette. À part on détecte, comme on a Ouais. des vieux crin-crin, on vient de détecter un problème de faux contact carrément dans un ordi, donc voilà. Mais ça devrait aller normalement. Est-ce que tu peux me dire si le son est Ouais, acceptable pour toi? d'accord. Ouais, ça saute à certains moments un petit peu, mais ça devrait le faire si ça reste comme ça. Ok, d'accord. Ok, on touche plus à rien et on espère que la connexion Skype sera ok. Et voilà. Donc, bien là, je suis donc sur le plateau du Flux 1. Donc, je suis avec Loïc et Sony. Donc, Sony a le Skype, le Ask, pardon. Salut. Et puis, Loïc est un bon cinéphile. Notamment sur les spécialisés en nanar. Donc je pense qu'il y a moyen de poser des questions, des questions peut-être Ouais, moins généralistes que les miennes. Donc voilà, bah déjà, d'accord. Bah, vraiment, salut tout le monde. et cher public, merci d'être patient comme d'habitude et de nous aider à caler la technique. Donc voilà, bah donc merci d'avoir accepté notre invite et tout de suite, ça c'était vraiment chouette dans notre immense chaos, comme Bah, on avec sait très grand aussi bien plaisir. faire. Comme tu peux le voir, on sait faire le chaos IRL, on sait aussi faire le chaos sur le net. Donc voilà. Voilà. Alors là, il y a un monsieur qui arrive là. J'en ai deux qui viennent faire du. Ne touche pas la table Oh surtout. mon Dieu! Un Fred sauvage. Oh mon Dieu! Il est là! Voilà, ça c'est le public. Ça fait un peu peur. Faites gaffe, c'est un psycho. Non, non, mais le Ça fait public quelques c'est ça. chroniques et j'essaie de lui mettre le grappin dessus. Voilà. Donc, Ils sont pas en phase d'écriture? euh, je sais pas. Voilà. Voilà. Et voilà, ils ont du mal, hein. Il y a vachement de choses qui les font envie, donc de temps en temps. Hier soir, je les ai vus, ils ont débranché l'ordi, ils ont été faire tout le tour de partout pour discuter parce que les maintenir en place, c'est vachement dur en fait pour eux. Donc voilà, bah ici donc c'est un vaste champ avec plein d'ordi et puis on essaie de faire des choses. Donc déjà, on va se poser un petit peu là pour parler un petit peu de ce que tu fais, voilà, les gens poseront des questions sur Ask, donc je leur ai demandé d'avoir la gentillesse de pas poser des questions débiles et de vraiment alimenter des questions super, parce qu'il y a des gens super pointus qui nous regardent aussi, donc vraiment nous amener des super bonnes questions et jusqu'à présent on en a eu des vachement bien. Donc voilà, on se débarrasse de la question habituelle tout de suite et t'es pas obligé d'y répondre. À quand la prochaine vidéo? À quand la prochaine vidéo? Je sais pas. Là, je suis en train de, comme j'ai mis la dernière sur les nanars en ligne il y a quelques jours, là, je commence à écrire le prochain épisode. Mais entre-temps, il y aura d'autres trucs. Je sais pas exactement quand. Je pense que je vais faire une après-séance cette semaine. Et je suis en train de finir d'écrire le prochain Et si, trois petits points, qui est un truc que j'avais fait sur ma chaîne, qui était un one-shot. Je suis là. J'ai fait juste le premier épisode. C'est une espèce de série vidéo qui est basée sur le principe du chronie. Je parle d'un événement qui, si s'était passé différemment dans l'histoire du cinéma, ça aurait impliqué un monde complètement différent autour. Donc là, je suis en train de finir le deuxième. Et je voudrais l'uploader dans les 2 semaines qui viennent, ouais. Ok, Donc je sais pas exactement encore. et si c'est un petit côté Schrödinger en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Mais ça permet d'être en tout cas plus fantaisiste, on va dire. Ça assure un équilibre dans la chaîne entre les trucs plus sérieux, les trucs à moitié sérieux et les trucs ouvertement fantaisistes. Ça me plaît de jouer. Mais nous, c'est ce qu'on aime bien dans tes vidéos. Ce qui est chouette, c'est que on apprend plein de choses en fait. C'est un vrai cours de cinéma. Et ça, c'est vachement bien. Surtout quand on n'est pas. Ce que tu donnes à voir, c'est vraiment quelqu'un qui connaît vraiment, vraiment très, très bien son sujet et qui le rend abordable pour ceux qui passent pas de temps dans les salles de cinéma, notamment. Et puis aux autres qui connaissent plein de choses qu'ils trouvent aussi. Donc ça, c'est chouette et c'est aussi pour ça. C'est important pour moi de m'adresser vraiment à tous, quoi. Ouais. Déjà sur le fait de connaître son sujet, c'est sûr que si je fais une chronique sur quelque chose, j'essaie d'être au maximum calé sur le sujet, bien entendu. Donc il y a la connaissance que j'ai à la base et les recherches que je vais faire spécifiquement pour la chronique. Je me considère pas du tout comme l'érudit cinématographique ultime, loin de là.
j'ai plein de lacunes de mon côté et tout ça. Mais voilà, ce que je mets en avant dans les vidéos, c'est pas forcément juste une érudition sur un sujet, c'est plutôt une manière d'aborder le sujet. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que il y a le gimmick de déterrer les choses avec le personnage du Fossoyeur, c'est déterrer les choses qui sont pas dans l'actualité pour les mettre en lumière d'une manière que j'avais pas forcément vue ailleurs, ou en tout cas pas à ce point. Donc ouais. Mais en tout cas oui, j'essaie de m'adresser à tous pour le coup. C'est compliqué ce genre de format parce qu'on est toujours trop pointu pour certains et trop superficiel pour d'autres selon là où les gens se placent par rapport au sujet ou au domaine. Et c'est compliqué de jouer sur cet équilibre, mais j'essaie toujours d'avoir un truc qui soit vraiment accessible à tout le monde et laisser cette personne sur la touche. Forcément, il va y avoir des passages plus pointus dans les chroniques où j'essaie d'aller plus au fond du sujet, mais c'est important vraiment de rendre le truc accessible. En plus, sur des sujets comme les nanars, hein, qui, même si c'est assez connu, ça reste quand même un truc, entre guillemets, un truc d'initié. Donc c'est important de toujours donner les clés pour que n'importe qui puisse suivre. Les nanars, c'est quand même... c'est un des sujets phares de la culture geek. C'est vrai qu'on passe pas mal de temps devant et voilà, je crois que le nombre de gens qui regardent Bienvenue à Nanarland, par exemple, d'un des premiers, est juste hallucinant. Qu'est-ce que t'en penses Effectivement. Enfin, moi, je sais que justement, je suis venu au Nanar grâce à Nanarland. Et à l'époque, en fait, quand le site a été lancé, on avait tout récupéré grâce à Netflix. On avait pu récupérer tous les films qu'on n'arrivait même pas à trouver dans DVD ni quoi que ce soit. Et c'était vraiment une bible, entre guillemets, parce que des films qu'on connaissait pas, et ne serait-ce que pouvoir catégoriser, en fait, parce que t'as les films qui sont mauvais, t'as les davés, t'as les nanars qui sont des choses quand même assez différentes, et le pouvoir piocher directement dedans, c'était vraiment super d'avoir ce support-là, en fait. Voilà. Ouais. Nanarland a joué un rôle très important pour beaucoup d'entre nous. On l'a découvert au début des années 2000. D'ailleurs, j'ai fait une petite coquille dans la chronique, j'ai parlé de la naissance de Nanarland à la fin des années 90, mais en fait, c'était en 2001 que le site est né. Et pour moi aussi, c'était une source intarissable de bonheur et d'heures de what the fuck en barre. Donc, Ouais, mais je crois qu'Internet a transformé quelque chose qui était anecdotique en une vraie culture avec des gens qui sont réellement spécialisés sur le sujet et qui apportent une analyse. Donc voilà, tu as apporté ta pierre à cette analyse-là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Ça fait plaisir. C'était chouette, je crois qu'on était beaucoup. Alors, il paraît qu'on a énormément de questions, donc on va en placer un petit peu de temps en temps. Voilà, il y a quelques questions, il y a quelqu'un qui demandait... Un micro. Pardon, excuse-moi. On te demandait en fait quand tu étais arrivé sur le projet La Brigade du Livre et qu'est-ce qui t'avait motivé à y participer. La Brigade du Livre, ouais, c'est pour celles et ceux qui nous regardent et ne savent pas ce que c'est une chronique littéraire qui a été lancée par un ami qui s'appelle Michael Rock. Je fais tout le jour à le dire avec cette intonation. Qui a lancé ça. Les épisodes ont été uploadés il y a 2 jours. Et hier aussi, enfin il y a 2 épisodes déjà. Et tout simplement, Michael, c'est un pote dans la clique. Parce qu'on est à Avignon, maintenant on commence à être une clique audiovisuelle et créateur de contenu assez conséquente en fait. Et il avait ce projet depuis un certain temps et voilà, il voulait faire de la scénarisation autour et faire un truc qui soit à mi-chemin encore une fois entre la web-série et la chronique. Il y en a certains comme Victor qu'on a vu tout à l'heure qui est passé, qui avec Unknown Movies qui essaie de faire un format hybride en mixant au sein même d'une vidéo les éléments de scénarisation et les éléments de chronique. Et Michael a une démarche un petit peu différente où il a scindé les trucs en deux et fait d'un côté la scénarisation poussée et de l'autre sur d'autres vidéos les chroniques. Et voilà, il voulait des personnages pour l'aspect scénarisation. Et je suis arrivé sur le projet juste le jour où, en buvant une bière, il m'a dit « Hey, ça te dirait de jouer un rôle ?» Je suis « Bah oui !» Et voilà. La plupart des temps, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas vraiment de truc calculé derrière. Voilà. Et ça m'amusait de jouer un personnage un petit peu décalé qui le jouait à la manière de Snake Plissken dans New York 97 et Los Angeles 2013, si vous connaissez. Donc voilà, c'était très simple et voilà. Je vous conseille en tout cas d'aller voir ces chroniques, c'est assez cool. Ouais. Mais donc ça va, tu as des gens qui sont quand même vachement pointus au taquet là du coup. Ok, est-ce que ça te va si on te passe pas mal de questions parce que les gens demandent beaucoup. Ouais, pas de souci. Ça risque d'être un petit peu décousu, mais... Alors il y a une question sur un de tes anciens projets, en fait, il y a quelqu'un qui demandait à quand était le prochain Dead Watts. Ça fait 6 mois que je dis bientôt, mais c'est bientôt. Alors on avait dit pas de questions à quand le prochain, on s'est débarrassé. Mais
ça m'intéresse. À quand? Ouais, non, ça va être bientôt. C'est un truc que j'ai sur le feu, là. Il faut juste que je me botte le cul et que je sorte la guitare pour Ouais, mais proposer ça. c'est même pas juste ça. Enfin, il y a tellement d'éléments pour faire une bonne vidéo que ça vaut le coup souvent de prendre un petit peu de retard par rapport à l'avance des gens. Ouais. Voilà, il n'y a plus qu'à dire. Mais je crois que les gens prennent l'habitude maintenant d'attendre, de savoir que Ouais, justement, ouais. c'est pas livré à date précise. Mais c'est important, mais c'est important de bien saisir son propre rythme. Sur un média comme Internet, qui est propice vraiment à la rapidité, à vouloir toujours produire des contenus, au fait de vouloir entretenir la communauté qui est derrière, à entretenir ce lien et toujours proposer des contenus. Il y a toujours quelque part une sorte de culpabilité latente à ne pas sortir une vidéo. Mais c'est important de ne pas se laisser, entre guillemets, bouffer par cette nécessité d'avoir un certain rythme et de toujours proposer des trucs, parce que c'est la tentation de proposer de la quantité plus que de la qualité. Et il faut savoir dès le départ vraiment saisir ce qu'est le format qu'on fait et quel rythme il nécessite. Chacun a besoin d'un rythme différent. Il y en a qui, selon le format qu'ils font, qui peuvent poster tous les jours, il n'y a pas de souci, et il y a certains autres contenus qui demandent plus de maturation et ainsi de suite. Donc ouais, c'est ce que tu disais sur le rythme, c'est très important de prendre plus de temps et de prendre du recul par rapport à ça. Oui, puis il y a quand même un certain nombre de créateurs qui ne font pas que ça. T'en as qui ont pas encore eu la chance de pouvoir arrêter de bosser IRL. Donc aussi, il faut aller bosser. Et quand on revient du boulot et qu'on est fatigué, et ben ça sort pas. C'est tout, on n'est pas bon. Donc voilà, il faut vraiment que le public apprend petit à petit qu'une vidéo, ça sort quand ça sort. Et c'est comme ça qu'elle est bonne. Sinon, elle a des chances de pas être bonne, quoi. Exact, ouais. Voilà. T'as une autre question? Oh oui, j'ai une autre question. Alors, on te demandait aussi, reviendras-tu sur ISB à Besançon? Non, pas cette année. Je pouvais pas. C'est les journées portes ouvertes de l'école d'art à Besançon. Ouais. J'y étais l'année dernière. J'avais fait une petite micro-conférence sur la thématique cinéma et futur. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo et je l'avais mis sur la chaîne. Et c'était très cool à faire. Donc voilà, j'aurais bien aimé y aller si j'ai pu, mais hélas, je ne peux pas cette année. Non, on fait pas. Moi j'aurais une question en fait sur ta conception. Quelle est ta conception du travail de critique de cinéma en fait? Parce que c'est vrai qu'on peut avoir différents formats. On a des gens qui vont chercher à expliquer, on a des gens qui vont rester à dire on a une belle image, on a une belle histoire. On a d'autres personnes qui vont juste à chercher à descendre les films. Toi, tu te situes comment dans tout ça et qu'est-ce que tu cherches à transmettre en fait? Alors le premier truc, déjà de manière plus large, dans le contexte de cette chaîne et de ce projet ciné, je suis plus chroniqueur que critique. Déjà, ça englobe tout ce que je fais dans le cadre des vidéos au cinéma, pour le coup. Et au sein des différentes chroniques, il y en a certaines qui seront plus axées critiques que d'autres. Par exemple, la vidéo que j'ai faite sur les nanars, la dernière, c'était une chronique, quoi. C'était pas une critique. Mais des fois, effectivement, j'ai plus sur le versant critique. Et quand je suis sur le versant critique, ma conception du truc, c'est que voilà, au bout d'un moment, le j'aime pas, c'est pas une finalité en soi, on le sait. Et c'est important d'avoir une dimension subjective pour mettre en contexte les choses, pour se situer, que le spectateur puisse se situer par rapport à nous. Mais voilà, c'est pas une fin en soi, il faut dépasser ça. Et pour moi, le j'aime pas a plus une valeur illustrative qu'autre chose. Pour moi, l'intérêt de la critique, c'est avant tout donner des clés de visionnage d'un film aux spectateurs, donner des angles qui vont pouvoir permettre d'appréhender une œuvre. Parce que une œuvre, finalement, n'est ratée que par rapport aux intentions qu'on peut avoir à la base. Elle n'est pas ratée objectivement. Donc si on peut critiquer une œuvre, mais c'est uniquement quand on a vraiment quelque part saisi les intentions du réalisateur. Les seules fois où vraiment je vais m'engager dans un débat cinématographique animé, c'est quand j'aurai la sensation que la personne en face n'a pas compris les intentions du réalisateur et fait des faux procès d'intention au film. C'est ça vraiment qui va, pour moi, inciter le débat. Par exemple, quelqu'un qui arrive vers moi et qui me dit Dune, j'ai pas du tout aimé, jamais je vais essayer de le convaincre que Dune est un super film. Non, Dune a des défauts et tout ça, et ça n'empêche pas que je l'adore. Donc le j'aime pas et la mise en contexte, c'est deux choses assez différentes pour moi, qui peuvent être complémentaires, qui se construisent l'une par rapport à l'autre, mais qui sont différentes à la base. Et en tant que critique, moi, ma démarche, ce sera plutôt de développer le contexte de visionnage. Et après, me demander en quoi, quelles ont été les intentions du réalisateur, comment ça se traduit en termes de réalisation, par exemple. Et voilà, c'est surtout ça ma démarche par rapport à ça.
Et comment, en fait, sur l'échange qu'on a là, la question qui vient après, c'est comment faire pour la prise de recul, parce qu'effectivement, il y a une prise de recul à faire par rapport au film en lui-même pour savoir quelle est la moelle, qu'est-ce que je peux en retirer, qu'est-ce qu'il y en a à expliquer derrière, et aussi la question de quel est le niveau d'information que je peux donner, parce qu'effectivement, si tu prends un film de Lynch, tu peux t'as un premier niveau, puis si tu peux partir après dans la psychologie assez fort, et tu risques de perdre tout le monde. Pareil sur du Kubrick par exemple. Et comment est-ce que tu fais pour justement rester au bon niveau en fait? Comment tu fais ça? Je sais pas. Il n'y a pas de technique, je sais pas. C'est juste essayer c'est trouver le bon dosage. Hein. J'ai pas d'outils de critique ou de chronique. Quand les gens me demandent des conseils, quand ils veulent faire de l'écriture au sens d'un vidéo ou d'autres choses de ce genre, je conseille pas sur l'écriture en fait, parce que j'ai pas réussi à objectiver ma manière d'écrire ou ma manière d'analyser quelque chose. J'essaie juste, je sais pas. Ça vient comme ça et j'essaie de retourner le truc dans tous les sens pour ne pas rester à un niveau superficiel, mais voilà, je serais incapable vraiment d'objectiver en quoi est ma technique pour ça. Et est-ce que par exemple tu testes tes textes auprès de tes proches pour éventuellement voir certains points qui peuvent coincer? Non. Je suis en autarcie totale. Non, les fois où où je les lis, où je les fais lire à quelqu'un, c'est surtout pour des questions de forme, pour me dire ça va, c'est compréhensible, c'est pas trop lourd mais pas sur le propos en tout cas. C'est vraiment pour tester la forme, voir si c'est fluide, voir si ça colle bien et si je perds pas. Voilà, c'est plutôt ce que je disais tout à l'heure sur le fait de s'adresser à tous et tester sur des proches pour voir si sur un sujet qu'ils connaissent pas forcément, le fait que je leur lise la chronique, ils soient pas paumés au bout de deux paragraphes. Donc c'est surtout dans ces cas-là que je fais lire ou je demande l'avis de quelqu'un. Ou pour, je sais pas, des coquilles qui m'ont échappé ou des redondances dans le texte, c'est surtout pour ça. Et pour le reste, non, j'essaie justement sur le fond, de ne pas avoir une influence. Après, je pourrais écrire après avoir une discussion avec quelqu'un, avoir eu un débat qui sera intéressant, qui m'aura fait penser à certaines pistes d'analyse. Donc là, il y a effectivement une interaction avec d'autres gens et c'est toujours une chronique, c'est une forme de discussion. Jamais je vais faire une chronique en estimant que c'est juste une fin, boum, que je pose et qui est absolument pas sujette à discussion. Pour moi, c'est une manière d'engager une discussion aussi avec les gens qui sont derrière leur écran et qui vont pouvoir la regarder. Okay. Donc voilà. C'est pas un cours, en fait. C'est pas un cours magistral que tu fais aux gens. C'est un échange. Il y a certaines personnes qui trouvent que ça ressemble à un cours magistral. Mais un cours, c'est aussi une forme de discussion. J'avais été chargé de cours à l'université d'Avignon pendant 3 ans. Et jamais j'ai conçu mes cours comme une espèce de parpaing que je vais arriver et poser dans les gens. C'est toujours... Je suis jamais parti du principe que je sais tout. Il faut jamais partir de ce principe-là parce qu'on ne sait rien. Et on est toujours très ignorant par rapport à d'autres choses et d'autres personnes. Donc j'essaie de transmettre des bouts d'informations ou des pistes de réflexion qui me semblent intéressantes. Après, mes vidéos sont loin d'être parfaites et je suis toujours très insatisfait de ce que je fais. Ça sera le cas pour toute ma vie, je pense. Mais voilà, c'est juste s'il y a une petite info, si quelqu'un peut repartir de la vidéo en se disant ah tiens ouais, c'est tout le but du truc quoi. Ah mais moi ça m'arrive tout le temps en fait. Ah je suis ravi que le but fonctionne. Voilà, c'est le syndrome de ce soir, je me coucherai moins con. Vraiment très très fort. Je te remercie beaucoup de tout ce que justement t'apportes à ceux qui prennent tout le temps le train en route parce que voilà. Mais je suis ravi si ça fonctionne un peu alors. Moi, c'est vrai que ce que je perçois là dans les créateurs que je côtoie, c'est vraiment toujours ce mot que je trouve particulièrement cette façon de penser particulièrement geek qui consiste à dire je suis pas un expert, je donne ce que je sais et ce que je fais est toujours améliorable et il y a toujours du travail à faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très intéressant dans le sens où c'est une réelle interaction forte avec le public. Ça veut dire aussi, je vous écoute, je vois ce que vous émanez en fait et du coup je m'améliore petit à petit en fonction de et ouais. Ça aussi c'est la discussion qu'on avait avec Patrice tout à l'heure justement à propos de ça, la différence entre la télé et ce que diffusent les créateurs sur le net, c'est aussi celle-là.
C'est-à-dire c'est pas quelque Ouais. chose de figé, c'est une réelle interaction avec moins le stress de dire, d'avoir à dire je suis parfait, je représente la connaissance, etc. Et mais Ouais. plutôt des gens qui justement qui disent je peux me planter. Et de fait, pour le public, dire bah je me plante, je me suis planté, bah du coup le public dit ok, là vous êtes planté, et non pas comme une accusation, c'est horrible, vous êtes planté, c'est terrible, mais plus comme ah mais c'est chouette, j'ai l'occasion de participer. Ouais. Ah, Voilà. complètement. Ouais. Comme quand C'est on pour ça que se- ce rapport de proximité, faut arriver à le transformer en quelque chose de positif. Et c'est cool parce que ça permet aussi à tout le monde de garder les pieds sur terre. Parce que quand on est toujours en contact de son public, parfois c'est aussi une vague un petit peu à dompter quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment. Et il faut toujours un petit peu mettre en contexte, faire la part des choses, parce qu'il n'y a pas forcément que des gens bienveillants aussi. Mais arriver à saisir en quoi effectivement le rapport de proximité peut être vraiment très positif et améliorer les contenus, ouais, c'est essentiel. Il faut faire preuve d'humilité quoi qu'il arrive, sinon je pense que ça se sent de toute façon à 300 km à la ronde, quelqu'un qui n'est pas dans ce rapport d'humilité par rapport à ça. Ouais, je crois que sur le net, Et, ils se font vite éjecter. Enfin, ils vont dans des milieux qui sont pas tout à fait les nôtres, dans des comas. Bon, après, on va pas citer des noms dont on veut plus entendre parler. Mais c'est vrai que par rapport au public, ce que je vois surtout par rapport à ce que tout le monde dit, ce que les créateurs disent, c'est pas forcément un commentaire un par un, mais c'est vraiment de ce qui se dégage. C'est-à-dire quelqu'un qui dit ce moment-là il est pas bon. En fait, c'est pas le fait de dire qu'il est pas bon, mais ok, ils sont 50 à le dire, c'est donc qu'il y a un truc qui marche pas. Et que la personne qui dit c'est pas bon, c'est pas forcément pourquoi elle a trouvé que c'était pas bon, mais que le truc ça peut être juste parce que la lumière était pas bonne. Et ça, c'est au créateur de le voir, quoi. Voilà. Mais j'avais complètement. t'avais une question sur le contenu tout à l'heure. Sur le contenu, non, j'avais pas de question. Des films. Oui, alors attends. Parce que je crois que non, en fait, elle était pas pertinente cette question. Finalement. Elle n'était pas pertinente, elle t'a pas plu. Quel est ton bilan sur Tipeee, je sais pas si ça se prononce comme ça, et quel retour d'expérience tu peux en avoir en faire? Sur Tipeee? Ouais. Sur Tipeee? Ouais, Oui. c'est ça. J'ai pas entendu, d'accord, ok. Excuse-moi. Alors Tipeee, pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas ce que c'est un site de financement participatif pour créateurs de contenu. C'est fondé sur le modèle, un site américain qui existait à la base qui s'appelle Patreon. En fait, c'est le contraire du financement participatif tel qu'on essaie jusque-là, qui consistait en fait à financer un gros projet qui n'existe pas encore avec une grosse somme pour lui permettre d'exister. Et ce modèle de financement participatif à la Tipeee, au contraire, ça consiste à donner, si on le veut, régulièrement ou pas, donner une toute petite somme à un créateur de contenu qui existe déjà pour le soutenir dans ses démarches, si on apprécie ce qu'il fait, et lui permettre, je sais pas, d'investir dans du matériel ou tout simplement l'aider à vivre s'il galère à vivre. Et donc voilà, c'est pour ça que le site s'appelle Tipeee, c'est fondé sur l'économie du tip, le pourboire en anglais. Et ouais, j'y suis depuis le début sur Tipeee. Il m'avait contacté ainsi que d'autres pour faire office de vitrine au site quelque part et montrer que ça fonctionne. C'est par du principe en fait que si on a 5 abonnés qui donnent tous 1 euro, ben on a 5 millions, c'est génial. Mais ça fonctionne pas comme ça dans la réalité. Ouais, bilan positif de Tipeee. Je compte pas y rester éternellement, loin de là. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui relève de la transition. C'est pas, je sais pas, peut-être que j'ai complètement tort et que pour d'autres, ça pourrait être un modèle économique qui se développe sur le long terme. Personnellement, je le vois plus comme une phase de transition. Encore dans cette phase de transition vers la professionnalisation, c'est un truc qui m'a aidé vraiment, particulièrement quand je me lançais à plein temps sur la vidéo, à franchir le pas, à pouvoir en vivre. Donc voilà. C'est toujours bien aujourd'hui pour pouvoir investir dans du matériel. Là, par exemple, j'ai changé ma caméra, mon appareil photo, qui avait un pixel mort d'ailleurs. Je me suis rendu compte sur la chronique sur les nanas, il y a à peu près 12 000 messages qui me disaient « T'as un pixel mort sur ta putain de vidéo ». Et moi, je n'avais jamais vu ça au montage, c'est pas possible. En tant que perfectionniste, dès qu'il y a un petit truc qui va pas, je deviens fou. Donc voilà, ça m'a permis aussi d'investir dans un nouveau matériel à ce niveau-là. Et ouais, retour positif. Donc c'est quoi ta nouvelle caméra? Pardon. C'est un 5D, un Canon 5D. Oui, bah, le 5D, Ouais. il aime bien les pixels morts. Ouais. Et voilà, c'est ça. On en a un aussi à la livraison. Oh, il y a un pixel mort, c'est cool. Voilà, c'est ça. Mais là, ça va pour le coup. Mais voilà. Mais après, comme c'est vraiment une activité qui est très nouvelle,
pour le coup. Je sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure avec Patrick, mais voilà, quelque part, c'est en train de s'ancrer dans les mœurs que c'est une nouvelle activité, que c'est un métier, pour peu qu'on prenne comme un métier et qu'on en fasse un métier. Moi, personnellement, c'est devenu mon métier actuellement. Et voilà, tout était construit en termes de modèle économique en fait. Il y a plein de trucs à défricher. C'est assez. Ces 2 dernières années, c'est à la fois très stressant parce qu'il n'y a rien qui préexiste à ce niveau, et c'est aussi très stimulant quoi, de pouvoir poser les jalons et tester différentes choses. Donc les différents modèles économiques, on tâtonne, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. Tipeee pour moi c'était aussi un test pour voir jusqu'où. Personnellement aussi, je pouvais concevoir ce type de financement participatif. Je sais que pour moi, ça tient plus de la transition qu'autre chose, encore une fois. Mais voilà, sur les revenus publicitaires, sur les comptes, enfin, comment dire, les collaborations qu'on peut avoir ponctuelles avec différentes entités, comme par exemple quand j'ai fait des trucs avec Canal+, sur leur chaîne YouTube Cinéma. Donc voilà, c'est des manières de tâtonner, de voir comment on peut stabiliser cette activité et en faire quelque chose qui soit aussi institutionnellement suffisamment reconnu pour avoir vraiment un mode d'existence, quoi. Ouais. Le Voilà. public français est un public qui est assez ambigu par rapport à ça. C'est-à-dire qu'autant le public américain, et c'est vrai que les modèles économiques nous viennent principalement des États-Unis, autant les Américains, le fait de participer financièrement à quelque chose, c'est quelque chose qui va de soi, alors qu'en France, c'est plus le j'ai aimé, donc je donnerai. Ouais. C'est plus le côté reconnaissance qui est difficile parce que effectivement tout fonctionne sur l'argent, même si on a envie de donner avec le grand cœur, n'empêche que quand il faut payer un truc, du coup faut payer, il n'y a pas de grand cœur quand il faut payer, et ça c'est très difficile. En France on doit être c'est plutôt les grandes idées et on est bénévole par rapport à ça. La passion, on doit être bénévole par rapport à ça, c'est le principe associatif qui est profondément ancré dans notre culture, qui est quelque chose d'extraordinaire, mais son revers, c'est aussi que tout ce qui est de l'ordre de la passion doit être bénévole et qu'en vivre, c'est mal. Et ça, c'est compliqué. C'est le problème. C'est Voilà. le grand problème. J'ai l'impression que c'est un peu en train de se calmer, ce type d'argumentaire ces dernières années. Mais ça a été particulièrement présent il y a à peu près un an. Il y avait tous ces débats autour de la professionnalisation, notamment au niveau du lancement de Tipeee, pour le coup, où en France, Tipeee, c'est le premier site qui est sur ce créneau, et ça a posé la question de la professionnalisation, effectivement, et de la rémunération des activités. Et tout le discours du non mais tu fais ça par passion, pourquoi tu veux être payé? Voilà. Rien que le fait de le dire, c'est tellement absurde que ça me retourne le cerveau, quoi. Au bout de quel moment le truc d'autoflagellation est tellement présent qu'en fait, si tu bosses, c'est que tu dois souffrir à tout prix. Et si tu souffres pas, c'est que tu bosses pas. Et surtout, voilà, ça me semble absurde. Mais voilà, j'ai pas attendu de faire cette activité pour trouver ça absurde. Et si les choses sont un tout petit peu en train de changer à ce niveau, c'est pas plus mal. Ça fait bien plaisir. Je me rappelle par exemple le joueur de grenier qui s'est fait engueuler quand il a sorti sa première BD. Et où là le fait même de vendre des goodies par exemple comme nous on le fait, c'était quelque chose qui était déjà c'est le mal quoi, l'argent est le mal. Bon, faut dire qu'il y a plein de choses à base d'argent qui sont très mal, mais justement ça montre ce que vous faites et le fait justement de participer au financement, en fait que tous vous puissiez vivre. Et quand on dit vivre, ça consiste juste à payer ses factures. Et je pense pas qu'il y en a un qui roule en je sais pas quoi comme marque connue de bagnole et qui parte loin en vacances. Voilà quoi. Chacun dit ouais c'est chouette, grâce à l'argent que j'ai eu, j'ai pu acheter une nouvelle caméra et pas. Ouais, c'est ça. Et pas j'ai tellement. Et pour toutes celles et ceux qui nous regardent, si vous voulez rouler sur l'heure, à quelques exceptions près, ne faites pas de vidéo sur le net. Oui, voilà, c'est ça. Ce n'est pas le créneau porteur pour partir vivre badass. Mais voilà, encore une fois, c'est une question de passion. Et le simple fait de pouvoir vivre d'une passion, c'est incroyable, la chance absolue, quoi. Voilà. Mais ouais. Non, mais c'est bien, voilà, tant qu'il y a un rapport sain et clair au truc, c'est bien effectivement de pouvoir avoir ce débat et d'en parler, quoi. Sans aller jusqu'à une espèce de volonté de transparence absolue qui va jusqu'à mettre sous le nez de tous les abonnés sa fiche de paye. Enfin, là, il y a aussi une certaine pudeur à adopter, quoi. Mais il faut trouver un juste milieu et arriver à parler de ça sainement, ouais. Il y en a qui l'ont fait à l'américaine. Voilà, ouais, carrément. En disant bon moi je gagne ça et puis avec ça je fais ça et voilà. Ceci dit, il y a un comportement qui est à évoluer du genre quand ils vont chercher à bouffer, même si c'est un sandwich, les gens on leur dit c'est temps, ils payent, point barre. Même si c'est des méchants qu'on fait le sandwich. Donc c'est clair que c'est important. Même un peu parce qu'il y a vachement de gens qui sont fauchés quand même, mais fauchés ça n'empêche pas de faire
un peu. Comme tu disais, si tu mets tous les abonnés qui mettent un tout petit peu, avec le nombre d'abonnés que tu as, là pour le coup tu roulerais sur l'or. Et question du coup, est-ce que c'est un débat purement franco-français ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu plus large? Ah ouais, complètement. Ouais. Voilà, il y a quelques petits problèmes de connexion là, ça. Pardon. Ouais. Et du coup, tu nous as perdu où? Tu Ce vois, rapport à l'argent Oui, Ouais. en fait, ce débat par rapport à l'argent, en fait. je pense pas que vous... Et la question Ouais. la question que je posais, c'était de savoir si ce rapport à l'argent, c'est un débat qu'on a purement en France ou c'est quelque chose qui est plus général qu'on peut avoir, par exemple, avec les youtubeurs Je sais américains pas. ou ailleurs. Bah, il y a un truc qui relève il y a un truc d'ordre culturel de mentalité. Après, je sais pas dans les autres pays. Bah, on oppose souvent États-Unis et France sur le rapport à l'argent, au succès, et de la manière dont c'est perçu. Il y a toujours l'espèce de truc un peu caricatural de dire que bah, quand t'as du succès, je sais pas, t'as acheté une Porsche aux États-Unis, quelqu'un va te faire yeah, c'est cool, bravo. En France, tu te la fais rayer. Alors, je pense pas que ça soit aussi simple que ça, mais c'est vrai que ouais, il y a plutôt tendance à avoir un rapport un petit peu difficile à l'argent et au succès en France. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est pas vraiment palpable quoi. Enfin si pour le coup c'est palpable à certains moments, mais ouais, je saurais pas dire jusqu'où c'est une différence réelle quoi. Encore une fois, c'est des mentalités par rapport à certains sujets qui sont un petit peu en train d'évoluer, c'est pas plus mal, mais voilà, j'ai pas envie de faire des généralisations à partir de rien non plus. voilà. Mais en fait, surtout, là, pendant cette édition des GF, c'est vrai que c'est une question que je vais un petit peu poser, parce qu'il est vraiment important que les mentalités changent par rapport à ça, pour qu'on puisse continuer à avoir des contenus de gens. Je veux dire, des gens qui ont énormément de talent, il n'y en a pas, enfin, ça sera pas à l'appel, donc ça vaut le coup de les préserver. Et un des moyens les meilleurs pour les préserver, c'est de les aider à pouvoir continuer. À Bien le sûr. faire et pas être obligé d'aller bosser ailleurs dans en général n'importe quel boulot du coup parce que on n'a pas 50 000 cordes à son arc ou au moins quand on bosse aussi il faut être passionné par son boulot un peu pour pas s'emmerder, du coup ça fait disparaître les contenus, c'est important ça. C'est important. Voilà, c'était la parenthèse financière, mais je trouve que c'est bien que ça bouge un petit peu. Si on revenait un peu au côté cinéphile ou au côté question. Pour les questions, j'ai pas forcément de questions. Voilà. C'est plus des questions sur l'argent, donc c'est ça que tu disais? Oui, voilà. D'accord. Du coup, on a un petit peu fait le tour du sujet. Alors moi j'ai une question un peu con, c'est est-ce que T'Appelles, elle te parle comme Tommy à Danny dans Shining? Est-ce que si je te le dis, je vais devoir te tuer juste après. Ça va être un peu difficile de faire tout le trajet en quelques heures. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vais disséminer des indices dans les prochaines chroniques. Vous en saurez plus à ce niveau, notamment dans la prochaine que je suis en train d'écrire là. Mais non, elle me parle de manière un peu moins flippante quand même. Est-ce que tu lui as fait un véritable background pour faire un fil conducteur? Ouais. J'ai toute l'histoire dans ma tête. Enfin, une très large partie de l'histoire du personnage, de son rapport à son objet, sans mauvais jeu de mots. Donc, ouais, c'est pas encore écrit quelque part, mais j'ai la vision globale et je vais commencer à essayer de faire avancer ça. Tu sais, ça peut aller très loin cette histoire-là. Oui, oui. Mais déjà, voilà, c'est par-delà le simple décalage et l'humour et tout ça des chroniques sur lesquelles je m'étais en termes de forme un petit peu focalisé jusque-là. On le voit dans la dernière chronique aussi, j'essaie de développer un côté un peu plus surnaturel, fantastique au personnage où on ne sait pas vraiment à qui on a affaire. J'aime bien être toujours dans le décalage, jouer avec les différentes dynamiques, même par rapport aux chroniques. J'essaie de faire un truc qui soit à la fois divertissement, mais aussi de la pédagogie. C'est un truc qui soit mi-chemin entre l'humour et le sérieux. Et là, encore une fois, par rapport au personnage, quelque chose où on ne sait jamais trop en fait à qui on a affaire, s'il a un objet qui est vraiment magique ou s'il est juste complètement taré et qu'on se fasse se rendre compte qu'en fait c'était lui qui bougeait le truc hors champ en tendant son bras, je sais pas. Donc c'est cette zone d'incertitude qui me plaît bien. Après, j'ai ma petite idée sur la question et c'est toujours l'aspect plus ouvertement fantastique qui me plaît, donc je penche plutôt vers l'hypothèse fantastique, l'explication fantastique du personnage. Mais ouais. J'ai bien aimé J'ai envie de développer ce côté un peu bizarre. Comment? J'ai bien aimé le Bloody Mary. Ok, donc est-ce qu'on reprend une question En fait, là je suis en train de voir, on a grosso modo 10 minutes. Quels sont les sujets que tu as envie d'aborder, toi que tu as envie d'aborder et toi que tu as envie d'aborder? Je pose la question à tous. Disons qu'il y avait une question Dites-moi tout. sur des partenariats, s'il allait faire des partenariats. Voilà.
Donc là, si tu veux, tu as quelqu'un qui te demandait si tu avais des partenariats de prévus. Donc des demandes de vidéos, apparemment du même style que tu aurais fait avec Canal. À Canal. Pas de trucs prévus dans immédiat, mais très possible qu'avec Canal on refasse des trucs, ouais. Ouais. Ça m'avait bien plu de faire ça. Par rapport à Cannes et par rapport à la vidéo aussi sur Angoulême. Angoulême, c'était encore autre chose parce que c'était vraiment un mode de fonctionnement différent pour moi, où ça a été très intéressant de me frotter à une autre manière de faire, où c'était pas moi qui faisais la prise d'image ni le montage, je faisais l'écriture et la présentation. Donc je suis assez curieux, j'essaie toujours de... C'est important de ne pas rester dans une zone de confort, toujours se frotter à différentes choses pour voir ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, aussi un petit peu explorer, quoi. Voir des trucs qu'on n'a pas forcément envie de refaire à l'avenir, mais au moins on a mérité d'essayer et de voir ce qui fonctionne ou pas. Donc ouais, je suis ouvert à différents modes de fonctionnement, à différents trucs, tant de toute façon que mon projet principal, la chaîne et tout ça, reste voilà, mes zones d'indépendance, de toute façon j'y fais ce que je veux, et autour on gravite des projets où j'essaie différentes choses, différents partenaires aussi, donc voilà. Mais avec Canal, oui, il est très possible qu'on refasse des trucs. Je m'avance pas trop, mais... Et Voilà. à propos de collaboration, cette fois avec d'autres créateurs, tu fais quand même beaucoup de crossover aussi, c'est chouette. Ouais. Je suis un incorrigible caméiste, je sais pas comment dire. Mais non, ouais, j'aime bien faire des apparitions chez les gens que j'aime et chez les contenus que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que j'ai eu tendance à un moment à faire pas mal d'apparitions quand quelqu'un que j'apprécie me demande de faire une petite apparition qui me fait marrer. Voilà. Mais ça tient plus du clin d'œil. Il y a différents types de... Les vraies collaborations, c'est quelque chose de plus fouillé, Oui, bien sûr. de plus écrit, quoi. Donc là, c'est autre chose. Mais sur les petites apparitions, dès que ça me fait rire et que c'est un petit peu justifié dans le contexte de l'univers, ouais, ça me plaît bien de faire. Après, je me suis un peu calmé ces derniers temps. Les apparitions qu'on voit, c'est des trucs que j'ai tournés il y a quelques temps. Là, j'essaye un petit peu de lever le pied sur les caméos avant que tout le monde en ait marre de voir ma tronche. Bah, tu sais, là, pour le coup, Fred, donc là, qui est sur le flux vidéomaking. Ouais. Et donc, du coup, je ne connaissais pas Victor in the Panda. Et puis, donc, je fonce voir ses vidéos. J'ai bien vu. Bon, retour arrière. Ok, j'ai bien vu. Encore lui. Mais il est partout. Mais il y en a marre. Non, il est Ouais. c'est cool. C'est marrant. Moi, ça Pour me le coup, fait- ça, c'est aussi une collaboration qui remonte à loin. Parce que quand Victor a proposé de jouer le commissaire et que j'ai dit oui, c'était il y a combien de temps? Je sais pas, il y a 7-8 mois, 9 mois même. Ouais, ça commence à faire un bail. Donc voilà, il y a eu tout cet arc narratif qui a été développé sur sa série. Et, ouais, c'était bien fait, pour le coup. Parce que dans le contexte des collaborations et tout ça, si je veux faire des apparitions, maintenant de plus en plus, j'ai envie de faire des choses. Encore une fois, c'est une question de ne pas rester dans une zone de confort, toujours essayer de se mettre un petit peu à l'épreuve. Et, si on me propose de jouer dans d'autres trucs et que ça me plaît, c'est surtout aussi parce que ça me permet de faire autre chose que ce que je fais déjà sur ma chaîne. Dire le personnage du Fossoyeur et ce type de choses, ça m'est naturel, quoi. S'il n'y a pas de challenge vraiment à le jouer, c'est un truc que j'ai envie de faire et de développer dans le contexte de ma chaîne. Mais autour, voilà, je vois l'intérêt de refaire exactement ce que je fais dans le contexte de ma chaîne. Donc, à moins que j'apparaisse vraiment en tant que Fossoyeur dans différentes chroniques, là, c'est autre chose. Mais sinon, j'ai des personnages un petit peu différents. Je Et le crois commissaire, pour le coup, c'est assez différent du Fossoyeur. C'est juste Ah oui. vénère. Il y a 3 modes de jeu pour ce commissaire. En fait, il y a agacé, vénère et très vénère. Donc, c'était intéressant à jouer. Mais les caméos, c'est vachement intéressant sur la partie communautaire parce que bon, nous c'est un festival geek et qui se veut communautaire dans le sens où on se tient chaud autour d'idées, on réfléchit autour d'idées qui ont fait que voilà, on est tous, on a tous trouvé dans le net une nouvelle une facette à notre vie qui est importante, voire même à changer la vie des gens, et on partage des choses, donc c'est ce moment-là. Et les caméos, c'est pour nous, c'est voilà, ça renforce l'aspect communautaire. C'est un petit peu, je sais pas, moi, comme une famille. Ah mais oui, mais oui, en fait, il en fait partie. Mais c'est cool. Et voilà, c'est en tout cas, c'est ce qu'on aime bien dans les. C'est pour ça que c'est super plaisant de les faire, quoi. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a un rapport très très simple, très spontané. C'est comme ça que ça doit être. Voilà. Si c'est trop calculé, c'est moins bon forcément. Donc ce petit côté spontané, genre voilà, c'est tout simplement une bande de potes qui se disent tiens, ça serait marrant que tu
viennent jouer dans ma vidéo. C'est pour ça que ça me fait marrer quand on a à Avignon un pote, Adrien Darico, qui fait une chaîne qui s'appelle Raptus. Je sais pas si vous avez vu. Pas encore, mais on nous en a parlé tout à l'heure. Donc je vais aller voir ça très vite. Voilà. Mais c'est des courts-métrages assez absurdes. Et Patrick joue, il y a 3 épisodes pour le moment, Patrick joue dans le 3e, un rôle un peu plus conséquent. Mais dans la première, on avait fait tous les deux une petite apparition, parce qu'il y avait besoin de figurants et tout ça. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui avait fait c'est bien, mais les caméos du Fossoyeur d'Axolot, ça sert à rien. Mais c'est pas des caméos, c'est juste... voilà, c'est une histoire de bande de potes. Tiens, et les mecs, je vais tourner un truc, on appelle tout le monde, machin. Je vais me mettre dans la foule et je vais jouer un tout petit rôle. Mais voilà, il y a un rapport très direct à ce genre de choses. Il faut que ça reste ainsi, en tout cas, à mon sens. Voilà, puis il y a des choses que les gens ne voient pas forcément. T'as un costume comme ça, toi? Parce que moi, j'en ai pas. Il y a la partie, tu peux pas me prêter ça, et qui est très forte aussi, qui fait qu'effectivement, vous êtes beaucoup des gens qui se côtoient, quelquefois comme des collègues, quelquefois comme des amis. Il y a tout, comme partout, il y a tout le panel des émotions, des accords, des désaccords. Mais au final, ça fait un contenu qui est quand même vachement bien, qui est quand même vachement de gamme au final. Tu nous donnes une question, Ask, de la mort qui tue vachement bien? Alors, qui tue la mort vachement bien, je ne sais pas, mais du moins, on va dire que c'est une question ouverte. Je vais réunir 2 questions parce qu'on te demandait en fait si tu comptais travailler sur d'autres supports, comme des BD, des livres, ce genre de choses, et on t'a demandé aussi si tu comptais sortir ton manuel du savoir-vivre dans les cinémas. Oh oui. C'est pas mal de sortir, ce manuel du savoir-vivre dans les cinémas, mais manuel du savoir-vivre, pourquoi pas, ouais. J'ai été contacté par... pas mal d'exploitants en fait de salles qui me demandaient la permission de le projeter. Donc voilà, des fois je dis ouais, mais c'est plus du domaine de l'exceptionnel, mais je trouve que ce serait bien d'avoir ce genre de truc avant les séances. Après, je pense pas que cette vidéo spécifiquement soit taillée pour ce genre de format. Et si le manuel de savoir-vivre est diffusé en salle, il faudrait que je refasse une version qui soit plus adaptée. Parce qu'une vidéo de 5 minutes projetée avant chaque film tout le temps, déjà, la moindre pub de 10 secondes à un certain degré de répétition, moi, ça me rend fou. Donc, les gens en auraient marre en une semaine, 2 semaines de voir toujours cette vidéo qui est plutôt longue pour ce genre de format. Donc, ça serait à retravailler. Ça, encore une fois, ce serait bien, mais voilà. Si un jour je suis contacté par je sais pas qui pour faire un truc qui soit diffusé dans une chaîne de cinéma à ce niveau-là, pourquoi pas, mais il faudra retourner le truc d'une manière bien spécifique. Pourquoi pas faire des espèces de vignettes de 10 secondes qui puissent être... diffusable dans le désordre ou s'adapte à ça. Donc voilà. La vidéo en tant que telle, chaque fois, pour les exploitants à qui j'ai dit oui, c'était à titre exceptionnel parce que c'est cool de mettre de temps en temps comme ça, même pour les gens qui poireautent dans le hall d'entrée avant d'entrer dans la salle de cinéma. Donc ça peut être cool. Mais voilà. Et la première partie de question, c'était quoi avant le manuel de savoir-vivre? En fait, on te demandait si tu allais travailler sur d'autres supports. Donc BD, livres ou des supports différents, quoi. Ouais, il n'y a rien de prévu à ce niveau dans l'immédiat absolu, mais j'aimerais faire ça, ouais. L'écriture, de toute façon, à la base, tout ce que je fais, ça racine dans l'écriture, c'est un truc qui m'a toujours plu. Donc, écrire, pourquoi pas un bouquin sur, si je trouve un angle qui me semble vraiment intéressant à développer, j'aimerais, évoluer sur le format écriture et livre. Ouais. Après, en BD, je sais pas. Pour l'instant, j'imagine pas en quoi ça pourrait être développé sur le format BD. Pourquoi pas si un dessinateur que j'adore me propose de faire les aventures du Fossoyeur et que ça puisse devenir bien transmédia, où on reprend, je sais pas, les éléments des chroniques, mais on le développe différemment pour faire un truc complémentaire, j'en sais rien. Pourquoi pas. Mais les autres, encore une fois, je suis curieux, donc j'aime me frotter à différents trucs, au sens figuré. Voilà, l'écriture en tout cas me plaît et j'aimerais bien la décliner sous d'autres formes. Ok. Tu as une dernière question? Oui, en fait, c'est tout au long de cet échange, en fait, on a abordé le thème de la professionnalisation. Donc, il y a eu tout un aspect sur la partie préparation, sur la partie aussi financière. Mais du coup, la professionnalisation aussi, c'est améliorer tes vidéos. C'est aussi travailler sur le contenu de façon à être plus carré, plus pro. Tu as parlé éventuellement, pourquoi pas, de faire des collaborations avec Canal+.
pour toi, Ouais. quelles sont les opportunités et comment faire du coup pour passer d'un format amateur qui est YouTube, ou en tout cas dans les débuts des travaux qui sont faits, comment devenir pro en fait pour toi? Et que, ouais. Bah, tout dépend en fait de ce qu'on appelle pro. Il y a tout le monde a sa propre définition de la professionnalisation. Il y a certains, si tu définis la professionnalisation comme un truc purement technique et factuel, dès que tu en vis, ça veut dire que tu es professionnel. À ce moment-là, voilà, il y a ça. Après, professionnel, ça peut être décrit par certains aussi comme comment dire, un certain rapport de qualité. Voilà, tu deviens professionnel à partir d'un moment où tu produis une certaine qualité de contenu avec comment dire, un certain degré de logistique. Donc c'est compliqué à définir en fait. Il y a pas mal de manières de voir la professionnalisation. Mais la manière dont je le vois, c'est que, comment dire, il y en a, pendant longtemps, il y a eu une espèce de discours qui consistait à dire que Internet était un tremplin vers les médias comme la télé. Alors que non, Internet est une fin en soi. Être sur YouTube, c'est une fin en soi. Ce sont des médias qui sont différents, mais à part entière. L'un n'est pas un tremplin vers l'autre, ou l'autre n'est pas une finalité. Les deux sont une finalité. C'est deux médias différents, avec leurs propres codes, leurs propres enjeux, leur propre manière voilà, d'évoluer. Et pour moi, la professionnalisation, de fait, personnellement, j'y suis, quoi. Enfin, je me considère comme, voilà, je suis techniquement maintenant professionnel, puisque je vis de mes vidéos, que après, la qualité et le degré, on va dire, logistique qui est derrière, c'est notre histoire. Ça, c'est de toute façon un truc que je vais vouloir faire évoluer quoi qu'il arrive, et essayer de ne jamais stagner. Et voilà, c'est encore une fois, on parle de l'évolution des esprits et de l'évolution des mœurs. Et c'est aussi une idée qui est en train de s'instaurer finalement que Internet, ça peut être un média en soi. Même s'il y a encore pas mal d'incompréhension, on voit pas mal de conneries dites, même à la télé, sur les communautés, sur le web, il y a encore un degré d'incompréhension qui réside, mais voilà. Pour moi, ma vision du truc, c'est que il n'y a pas de tremplin. C'est vraiment une fin en soi. Il faut faire son propre truc, quoi. Et il faut créer sa propre professionnalisation. Il faut créer son propre modèle, sa propre voie, sa propre manière de faire les choses. Internet file un degré hallucinant de liberté à ce niveau-là. Encore pour longtemps, espérons-le. Et voilà, il faut profiter de ça justement, ces clés de liberté, pour créer ses propres biais et ses propres modèles de professionnalisation. J'ai la sensation que personnellement, à mon humble échelle, c'est un truc que j'ai pu faire. J'ai créé mon propre, comment dire, mon propre métier avec ses propres modes de fonctionnement, ses propres règles. Et c'est la sensation que j'ai, en tout cas, en ayant créé cette chaîne, le personnage du Fossoyeur. On peut voir ça comme une création c'est une entreprise techniquement, quoi. On crée son propre truc. Si on parlait en termes marketing, on crée sa marque. Fossoyeur, c'est ma marque techniquement. Voilà. J'aime pas parler dans ces termes-là, mais c'est aussi un aspect de la chose où on crée sa propre professionnalisation à ce niveau. Et j'espère que la définition qu'on donne à la professionnalisation, va s'élargir et pas rester sur des trucs purement factuels. Voilà. Tout à fait, non, mais tu parles très bien. Ou de la grosse mal. Oui, en fait, on est en train de se faire troller par Skype, là. D'accord. Méchamment. Ça va être revenu. Oui, il est en train de nous dire bon, ça va être le moment de se quitter. En tout cas, c'est vrai qu'Internet en est à ses débuts, parce que bon, à l'échelle de ce que c'est en train de changer dans le monde, on en est encore au début, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on peut inventer plein de choses. On peut. Bien sûr, des fois, c'est fatigant, mais l'exaltant est bien plus fort que tout ce qui peut être pénible avec le fait que ça démarre. Ouais, voilà. Tout reste à construire là. Du coup, puisqu'une Skype nous troll un peu, et qu'il est absolument là où on doit. Oui, mais on trouvera autre chose que Skype, je suis sûre, la prochaine fois. Et voilà, bon, on va se quitter. Alors, encore une fois, je te remercie d'avoir accepté d'être avec nous. On se revoit au Geek Ferry. Très grand merci de m'avoir invité. On se revoit au Geek Ferry. Avec grand plaisir. Voilà, et donc Patrick sera là. Voilà. Génial. Voilà, super. Il nous dit tout à l'heure et tout. Donc c'est chouette. C'est chouette. Parfait. Il me tarde, ça va être cool. J'ai adoré vraiment avec l'année dernière. Faut nous laisser bosser encore. Faut nous laisser encore bosser pour que ça soit bien. Et on va essayer. Ça sera le bazar comme d'habitude, mais on essaiera que ça soit bien. Bon. Ah mais si c'est dans la continuité de l'année dernière, moi je signe quand vous voulez. C'est je crois mon meilleur souvenir de convention.
Mais chez nous, c'est différent, c'est à côté. C'est plus, en fait, au départ, tout le monde disait toujours c'est une réunion de famille. En fait, il y a des invités qui ont fait leur première vraie conve, où ils ont fait un petit truc avec 50 personnes, et après, c'était les GF. Donc, par exemple, on a le joueur du grenier, c'est ça, Bob Lennon, c'est ça. Donc après, il y a ceux qui nous ont conseillé, ceux qui, voilà. Donc du coup maintenant, c'est plus forcément, j'ai plus vraiment le temps d'aller chercher les gens qui débutent. C'est plus les gens ou les invités qui me disent, là j'ai plein de nouveaux noms qui apparaissent et qui me disent, mais tiens va voir, là c'est un pote, il fait un truc bien, regarde si ça. Mais c'est vrai que voilà, au départ c'est né d'une rencontre entre créateurs, même si moi je suis créateur tout petit, alors vous êtes des créateurs très grands. N'empêche que c'est dans les backstage des conventions qu'on s'est rencontrés. Et les Geek Fury, c'est toujours cet état d'esprit-là qu'on essaye de garder. Voilà. Chez nous, les invités, il arrive des fois qu'ils fassent aussi de la maintenance. On a eu des invités qui ont fait la cuisine, des invités qui ont changé les poubelles, des invités qui nous ont aidés à le ranger. On a des invités qui disent t'inquiète pas, je fais le taxi. Enfin, on a eu des trucs absolument extraordinaires qui ne se font que dans une sorte de réunion entre potes, quoi. Voilà. Voilà. Bon, et. Eh ben, c'est cool, il me tarde. Ben moi aussi, quand même. Bon, merci beaucoup. On va couper Skype et puis à très bientôt. Merci. Bonne journée. À très très bientôt.